Alors, Jacques Milliez est un chirurgien gynécologue accoucheur que je connais depuis très longtemps, puisqu'on a fait nos études ensemble, qui comment dirais-je, préside ou organise une session à l'Académie de médecine sur la transplantation utérine avec des équipes de jeunes gynécologues accoucheurs de province et avec un certain nombre d'académiciens, dont M. Launois et M. Chapuis. Il se propose de nous faire la relation d'une première qui a été faite en Suède, de transplantation utérine suivie de succès avec 3 naissances. Il est d'usage que ces premières soient relatées par leur réalisateur à l'Académie de chirurgie, mais nous avons pensé, avec M. Chapuis, M. Launois et avec Jacques Milliez, avec l'accord de notre président, qu'il était intéressant que cette information nous soit donnée dès maintenant, compte tenu de l'implication de jeunes équipes françaises dans ce domaine. Jacques, je te donne la parole. Merci Philippe et merci à vous de m'accueillir. Effectivement, je vais vous parler peut-être que ça marche mieux comme ça, de cet exploit absolument exceptionnel qui ouvre une ère nouvelle dans la chirurgie, en tout cas la chirurgie gynécologique, puisque en septembre dernier est né le premier enfant issu d'une transplantation utérine. Ça se passe chez Humaine, ça se passait en Suède, dans l'équipe de Brandström. Et cet enfant, qui est né prématurément, et je reviendrai là-dessus, est retourné au bout de 10 jours à son domicile. Est allé à son domicile au bout de 10 jours avec sa mère et tout le monde allait très bien. Depuis septembre, 2 autres enfants sont nés en janvier 2014, et cette fois à terme, à 39 semaines, par césarienne incidemment, mais donc des grossesses à terme et d'évolution pratiquement normale. Donc c'est vraiment une aventure absolument exceptionnelle, et je vais rapidement vous rapporter l'histoire de cette aventure. Ça a commencé par une catastrophe. C'était en Arabie Saoudite en 2000, où une équipe mixte saoudienne-américaine a fait une première transplantation utérine sans aucun préalable expérimental, c'est-à-dire qu'ils sont lancés dedans sans rien y connaître pratiquement autrement que théorique. Et ça a été une catastrophe parce que la donneuse a fait une plaie de l'urtère et ça s'est terminé par une néphrectomie. Et la receveuse, après plusieurs épisodes de rejet, a fini par rejeter le greffon au bout de 3 mois, malgré les traitements anti-thymocytes et les traitements immunosuppresseurs. Donc ça a été un échec complet. Mais il n'était pas préparé et il n'avait pas, à mon avis, l'envergure scientifique nécessaire pour cette entreprise. Celui qu'il a eu, ça a été Matt Brandström, qui travaille donc en Suède, à l'université de Göteborg, et qui a commencé à ce moment-là, en 2002, lui. Il a commencé à travailler, et il a commencé un petit peu par hasard. C'est parce qu'une de ses patientes lui a dit écoutez, la gestation pour autrui est interdite en Suède, pourquoi vous ne faites pas des greffes d'utérus? Il a dit tiens, c'est une bonne idée, et il s'est mis au boulot. Et il a travaillé, il a mené pendant plus de 10 ans un travail expérimental absolument remarquable à la fois sur le plan technique, scientifique, éthique. Il n'a jamais été au-delà des résultats qu'il obtenait à chaque étape. C'est absolument superbe. Et donc, Brandström a d'abord travaillé sur les souris syngéniques, et il a mis au point sa technique d'anastomose vasculaire et de prélèvement d'abord et de greffe in situ sur le même animal pour mettre au point cette technique d'anastomose vasculaire qui sera reproduite d'ailleurs dans les transplantations humaines, le prélèvement sur les vaisseaux hypogastriques, et chez les femmes, ça sera les vaisseaux hypogastriques sur l'artère fessière, et anastomose terminolatérale sur les vaisseaux iliaques externes. Donc il a vérifié que la technique fonctionnait chez les souris syngéniques. Il a ensuite vérifié que ces cornes utérines transplantées pouvaient héberger des grossesses, et ça chez la souris. Donc il a injecté à l'aiguille des embryons fécondés in vitro chez les souris, et il a obtenu des grossesses
un nombre et une qualité de grossesse identiques dans les deux cornes, la corne native et la corne transplantée, et il a vu que les embryons, ensuite les nouveau-nés, se développaient de façon identique d'un côté et de l'autre. Donc les grossesses étaient possibles sur un utérus transplanté. Ensuite, il est passé à des allogreffes, donc des souris génétiquement différentes, et bien sûr, il a eu un rejet très rapide au bout de 5 jours, et un rejet total au bout de 15 jours, et il a donc ensuite regardé comment on pouvait éviter ce rejet ou le retarder. La cyclosporine a été chez la souris le médicament efficace. Donc, première étape est franchie, il passe ensuite à un modèle ovin, donc chez les brebis. C'est moins facile, il a 7 échecs de transplantation, d'autotransplantation sur 14, et sur les 7, 4 seulement ont été gravides, donc c'est moins bien. Mais en octobre 2000, on est en 2008, là, donc il publie maintenant son étude de la technique de conservation ou de cryopréservation ou de réaction au froid du myomètre de brebis, et il étudie les milieux, les liquides de perfusion des organes qu'il va transplanter. Ensuite, il travaille sur les singes, sur les babouins, et là aussi c'est pas très encourageant. Il opère 10 femelles, donc il fait une autotransplantation chez ces 10 femelles. Il a 9 survivantes, 4 qui n'auront plus de règles, qui n'auront jamais de règles, il les réopère et il trouve plus d'utérus. L'utérus a complètement disparu. Il a été résorbé, et sur les 5 animaux, ces 5 femelles qui sont encore cyclées, 3 vont ensuite avoir des règles qui disparaîtront et l'utérus qui a disparu à la relaparotomie, et seulement 2 femelles qui restent réglées mais qui sont stériles, et à la relaparotomie des adhérences considérables. C'était pas très encourageant. Malgré tout, donc ça c'est la technique chez les singes. En même temps, pendant que travaillait Brännström en Suède, il y a une autre équipe qui était à New York, Downtown Medical Hospital de New York, et c'est Dan Priore qui, lui, a eu le premier l'idée de, non pas prélever sur des donneuses vivantes, mais faire des prélèvements cadavériques. La raison pour laquelle Brännström prélève des donneuses vivantes est strictement anecdotique et conjoncturelle, si on peut dire, c'est qu'il n'a eu le droit, quand il a obtenu l'autorisation des comités d'éthique de son pays et de son hôpital, il n'a eu le droit de travailler que le week-end. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas accéder au bloc opératoire en semaine parce que il y avait le travail de routine à faire, et donc il ne pouvait pas, évidemment, faire coïncider des prélèvements de cadavres et les week-ends. Donc il a travaillé sur les donneuses vivantes. Del Priore lui a dit: la bonne idée, c'est peut-être les cadavres, mais Del Priore n'a jamais rien fait de cette idée-là. Il a eu les autorisations de travailler dans une équipe de prélèvement multi-organes. Vous voyez que sur 1000 donneuses identifiées, 150 dans son programme de l'État de New York à l'époque ont été prélevées, et que lui-même n'a réussi à faire que 8 prélèvements d'utérus, ce qui est très peu. Néanmoins, il a mis au point une technique qui sera ensuite reprise, et on va le revoir, par notamment une équipe française. Donc on est là en 2007 et se pose la question, avant de postuler pour faire les transplantations humaines, qu'est-ce qu'on connaît au fond des grossesses chez les femmes qui ont eu une transplantation d'organes en général? Et ce qu'on en sait, en fait, c'était déjà beaucoup de choses, puisque il y avait énormément de greffes d'organes qui avaient été réalisées chez les femmes, et vous voyez surtout les greffes de reins, mais aussi de foie, de poumon, etc. Et on savait que ça se passait bien et que les grossesses se passaient bien. Alors les grossesses avaient des risques, qu'on va retrouver d'ailleurs ici, qui sont les risques de prééclampsie, et d'une part, et d'autre part, des risques de prématurité. Mais des risques qui ne sont pas considérables et qui de toute façon laissaient une porte ouverte à l'éventualité de transplantation utérine. Sur les enfants, la question se posait aussi. On était plutôt rassuré en 2007 sur les effets des immunosuppresseurs pendant la grossesse sur les fœtus et les nouveau-nés. Les questions restent en suspens. On n'est pas totalement rassuré, mais les questions vont être posées. Savoir ce qu'à long terme, ces traitements immunosuppresseurs font encourir, comme par exemple le risque de lymphome. On ne sait pas bien, mais il va falloir réunir les cohortes des gens qui surveillent ce type de traitement.
Alors, la nouvelle arrive en 2007 sur les médias en France, et il y a une agence d'information qui dit la transplantation de l'utérus, un nouvel espoir qui s'offre aux femmes, etc., etc. Et immédiatement, et vous allez voir, c'est là quand même un des obstacles éventuels. Voilà sur le net, Chantal qui nous dit, voilà, j'ai bientôt 51 ans, je viens de me remettre en ménage, nous envisageons de nous marier ici, car c'est comme ça que c'est écrit, en septembre, mais voilà, en 2004, j'ai dû subir une ablation de l'utérus, un fibrome avec des molypes. Moi et mon futur mari, nous souhaitons avoir un bébé ensemble. L'idée de rester sans bébé nous fait énormément souffrir. Donc ça veut dire qu'il va y avoir tout un travail de pédagogie à faire à l'égard du public. Et il y a déjà sur les médias des interventions qui sont assez peu prudentes à mon avis. Donc méfiance à cet égard. En 2008, la Fédération internationale de gynéco-obstétrique, son comité d'éthique, dont j'étais à l'époque président, se réunit à l'Académie de médecine ici à Paris et conclut, et on est en 2008, compte tenu du manque de données sur la sécurité et les risques connus pour les donneurs vivants, la transplantation utérine est à ce jour considérée comme éthiquement inappropriée. Donc on avait dit non, mais simplement un point de vue éthique. Et puis arrive en août 2011 la première annonce d'une première greffe réussie, et c'est pas en Suède, c'est en Turquie. C'est une équipe dont on n'avait jamais entendu parler, et qui fait cette première greffe du utérus à partir d'un prélèvement de cadavre, et sur une jeune femme qui avait un syndrome de Rokitansky, et la greffe fonctionne. On n'en sait pas plus pendant quelques années. Brandström, lui, pendant ce temps-là, continue. Il publie en 2012 le bilan de ses recherches sur un animal et évoque ses projets de transplantation humaine. Et en septembre 2012, Brandström annonce qu'il a réussi au moins 2 greffes d'utérus qui continuent d'évoluer sous immunosuppresseurs. Et il donne des détails. Donc une receveuse qui a une hystérectomie qui a eu une hystérectomie pour hystérectomie d'hémostase, et l'autre pour un cancer du col. Et comme pratiquement toujours dans l'équipe de Brandström, c'est la mère qui était la donneuse, de façon à ce qu'il y ait une meilleure compatibilité. C'est presque toujours moins une, on verra laquelle. Mais Brandström, à ce moment-là, je considérais qu'il y a un succès de la transplantation que le jour où un enfant sera né, est né en bonne santé, ce qui est tout à son honneur. Et en 2013, il est un peu doublé, si on peut dire, par l'équipe turque qui revient avec une puis 2 annonces de grossesse, mais des grossesses chez leurs patients transplantés, mais des grossesses qui ne vont pas évoluer. Une première grossesse qui aboutit à une fausse couche très précoce, et une seconde grossesse qui va aboutir à un fœtus un peu plus évolué, mais qui n'aura pas d'activité cardiaque et qui sera l'objet donc d'une interruption médicale de grossesse, ou en tout cas d'une aspiration. Et puis, en 2014, en mai 14, Brandström et l'équipe suédoise fait le bilan, lui, de ses greffes utérines, pas encore la grossesse, mais les greffes, donc il a 9 greffes au total. Vous voyez, 8 Rokitansky, un CHN pour cancer du col, les donneuses sont presque toutes les mères, et il y a 7 succès durables de ces greffes. Il a eu 2 accidents au cours de ces transplantations, celle en tout cas qu'il a publiée, une donneuse qui a une fistule utérovaginale qui a été réimplantée et qui va bien, et 2 receveuses dont le transplant a dû être démonté, l'une parce qu'il y a eu un rejet avec un abcès utérin, un rejet par thrombose, et l'autre qui a eu un abcès utérin, et il attend à ce moment-là un délai de 1 an à 2 ans pour pouvoir débuter des grossesses, tenter des grossesses avec des embryons congelé. Donc, en préalable, il a prélevé les ovocytes des receveuses, il a fécondé in vitro, il a les embryons congelés qui sont là, tout près, parce que la conception naturelle serait plus difficile. Et en septembre 14, alors voilà qu'il annonce, c'est vraiment le coup de tonnerre, c'est l'annonce de la première naissance, publiée dans Lancet, 5 octobre 2014, de la première naissance d'un enfant après transplantation utérine. Alors, cette mère avait 36 ans, elle a un Rokitansky. Elle, comme toutes les patientes greffées chez Brandström, il est nécessaire qu'il y ait une perméabilité vaginale, et c'était une perméabilité par méthode de Frank, par les bougies, mais ça peut être éventuellement par la création d'un néovagin, mais il est nécessaire qu'il y ait un vagin. La receveuse était une amie, vous voyez, c'était pas la mère, elle avait 61 ans, et
Elle était en bonne santé. Alors, après les greffes, il y a un entretien de traitement immunosuppresseur avec la cyclosporine. Et au moment où, avant d'ailleurs, le début présumé de la grossesse, l'immunosuppression est modifiée par Tacrolimus et Immurel. Et dans le cas de cette patiente, en plus de l'aspirine, 75 mg d'aspirine en titre de prévention des thromboses vasculaires et probablement des prééclampsies. Mais donc la grossesse s'est passée facilement. Jusqu'à 31 semaines et 5 jours, la patiente a travaillé, elle était au travail, elle était surveillée alternativement tous les 15 jours, 3 semaines par l'équipe d'obstétriciens et l'équipe de transplanteurs. Il y a eu des petites menaces de pancytopénie liées aux immunosuppresseurs dont la dose a été baissée, mais à ce moment-là, il y a eu une menace de rejet. Ces femmes transplantées au moment de la grossesse, ou avant d'ailleurs, ont régulièrement des biopsies du col utérin pour vérifier l'histologie et voir s'il y a une menace de rejet. Et quand il y a eu menace dans le cas particulier, donc il y a eu prescription de prednisolone de façon à éviter, contrôler le rejet. Cette femme a eu en plus, et ça c'est une remarque pour M. Lenoir, parce qu'on parlait des transplantations après cancer de l'utérus, cette femme a eu en cours de grossesse une dysplasie de haut grade. Enfin, une dysplasie modérée, disons, mais donc elle a eu une mini-conisation pendant sa grossesse. Donc elle a eu une infection HPV, et qui est peut-être particulièrement sensible à l'influence des immunosuppresseurs. Bref, à 31 semaines et 5 jours, cette femme a eu une prééclampsie sévère, avec 180-120 de tension, une protéinurie importante. Elle a été traitée par la bétalol et adalate. Et parce que sont apparus des signes de souffrance fœtale, des ralentissements du cœur fœtal, que cette femme a été césarisée à 31 et 5 jours. Mais, je vous l'ai dit, la mère et l'enfant sont sortis de la maternité à J10 en bonne santé l'un et l'autre. Et on sait maintenant, de façon officieuse, que 2 autres enfants sont nés. On n'a pas les comptes rendus, ça n'a pas été publié, mais on le sait. Ils sont nés à 39 semaines. Donc, des grossesses dont on sait qu'elles ont été normales tout du long, et les enfants en excellente santé. J'ajoute que dans cette première grossesse qui a accouché en 2014, ce qui est pour nous, accoucheurs, assez totalement stupéfiant, c'est que d'abord, un utérus d'une femme de 61 ans a repris la jeunesse qui lui permettait sans difficulté d'héberger une grossesse, comme par ailleurs, le débit utéroplacentaire qui a été surveillé régulièrement. Il y avait d'abord un capteur Doppler qui a été mis sur les artères, sur le greffon, qui a été retiré à J3, mais qui montrait des flux normaux. Et les index sur les artères utérines Doppler ont été normaux jusqu'à 31 semaines. Donc c'est stupéfiant de voir cette adaptation, cette capacité d'adaptation à la transplantation du débit utéroplacentaire. Et puisque c'est la fin, je termine en disant qu'il y a en France 2 équipes qui travaillent sur le sujet. Une équipe à Limoges, qui est l'équipe de Pivert et de Tristan Gauthier étant le chirurgien. Ils travaillent sur les prélèvements de cadavres, et c'est un travail remarquable. Et ils sont prêts. Ils ont demandé leurs autorisations, ils vont bientôt les avoir. Et une autre équipe qui est celle de Foch, qui est particulière parce que eux, à Foch, ils font la chirurgie des transsexuels. Et donc l'idée, c'est de prendre les utérus des transsexuels pour les greffer à des Rokitansky, ce qui pose des problèmes légaux de don d'organes en personnes non apparentées. Et pour répondre à la question de M. Germain tout à l'heure, la question s'est posée, bien sûr, et nous l'avons posée, mais les transsexuels, il y a aussi des hommes. Et les hommes vont demander forcément un jour à avoir une greffe d'utérus. Alors bien sûr, pour l'instant, la réponse est non. Mais la question n'est pas invraisemblable et elle sera posée. Et pour l'instant, ça ne fera pas partie, à l'évidence, des priorités. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire en substance. Et donc, je remercie ensuite M. Launois de faire les commentaires, si je veux bien. Merci, M. Millet. J'appelle Bernard Launois pour le commentaire de cette très intéressante communication. Monsieur bon, je vais essayer d'être court. J'avoue que la technique de greffe utérine paraît très séduisante parce qu'en réalité, elle se rapproche beaucoup de la technique de greffe rénale. En fait, c'est l'équivalent d'une double greffe rénale
puisqu'on va anastomoser l'artère hypogastrique comme dans une greffe rénale, et non pas la veine hypogastrique, mais la veine iliaque, car c'est beaucoup plus facile. Alors ça pose un problème, parce que je pense qu'il n'est absolument pas bon d'utiliser comme donneuse un donneur vivant pour deux raisons. La première raison, c'est que dans l'expérience des Suédois, il y a eu un problème avec l'urtère. Et il y a eu une complication assez longue chez la femme qui avait été la donneuse. Donc ça me paraît très important. Ça me paraît pas raisonnable de faire un prélèvement sur un donneur vivant, car on prend beaucoup plus de risques que si on faisait une gestation pour autrui. Car une gestation pour autrui, il n'y a aucun risque. Si, il y a un risque gynécologique, d'hémorragie de la délivrance, etc. Mais il n'y a pas de risque vis-à-vis de l'urtère. Et ça me paraît important d'utiliser plutôt des prélèvements cadavériques. La deuxième raison pour les prélèvements cadavériques, c'est que l'artère hypogastrique dont on parlait tout de suite est une artère qui est très fine. Au début, on faisait toujours une anastomose artère rénale, artère hypogastrique avec 2 hémisurgés de prolène 6,0, mais ce sont des anastomoses qui sont quand même assez petites. Le risque de thrombose n'était pas énorme, mais il pouvait exister. Alors que si on fait un prélèvement cadavérique, on peut prélever directement sur l'artère iliaque primitive, et on peut prélever directement sur la veine iliaque primitive, et à ce moment-là, on fait 2 anastomoses avec patch, qui sont donc des anastomoses qui sont larges, sans risque de sténose, car il est bien évident que dans ces greffes utérines, ce qui va compter au départ, c'est le flux artériel et veineux. Et de même, quand on fait le prélèvement, il faut faire un prélèvement au large pour pouvoir préserver absolument le flux veineux qui est indispensable si on veut que la greffe réussisse. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Suédois ont eu un problème avec le donneur vivant, parce qu'ils faisaient une exérèse au large quand même, mais avec un risque vis-à-vis de l'urtère. Donc ça, sur le plan technique, je crois qu'il est très important de faire ce prélèvement sur le cadavre. En ce qui concerne la technique toujours, je pense qu'une difficulté est probablement l'anastomose vaginale, qui est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour suivre le rejet sur les prélèvements sur le col. Et ça, c'est sûrement une difficulté. Donc la question peut peut-être se poser de commencer par l'anastomose vaginale, qui est relativement simple. Sur un mandrin, on fait une incision et on fait l'anastomose. Et ensuite de terminer par les anastomoses vasculaires. Voilà pour la technique. En ce qui concerne le résultat, il faut bien distinguer 2 étapes. Au départ, c'est une greffe d'utérus, point. Et deuxième étape, mais à distance, c'est la grossesse. Et ça, c'est important, parce que bien évidemment, la grossesse ne sera réalisée que lorsqu'on sera à distance de la greffe d'utérus, donc au moins 1 an ou 2 ans. On a l'expérience effectivement d'enfants transplantés, aussi bien en matière de foie, en matière de rein, en matière de cœur, et c'est toujours des grossesses à distance de la greffe. Donc il faut bien réaliser que la greffe utérine, initialement, on ne prend aucun risque majeur. C'est comme une greffe de rein, mais que la grossesse ne sera faite qu'à distance. Et c'est intéressant parce qu'à distance, le traitement immunosuppresseur sera au plus bas. Il faudra peut-être d'ailleurs augmenter un peu ce traitement immunosuppresseur, car on sait qu'avec la grossesse, il y a un risque de rejet dans les autres greffes. Voilà en gros les commentaires. En ce qui concerne le traitement immunosuppresseur, je pense qu'il faut utiliser le traitement immunosuppresseur classique, qui est d'ailleurs maintenant relativement sélectif, mais aussi presque trop bon, car on voit réapparaître les complications qu'on avait connues au début de la transplantation sur le plan infection. Ce qui est important en ce qui concerne le suivi de ces greffes, comme on connaît pour le rein et pour le foie, c'est être sûr qu'au point de vue vasculaire, il n'y a aucun problème, donc il faut sûrement suivre avec l'écho-Doppler, et surtout, il y a le diagnostic de rejet. On peut penser par exemple à la greffe du visage,
pour la greffe du visage, on avait greffé un fragment de peau sous le sein pour pouvoir faire facilement des prélèvements et faire le diagnostic de rejet. Eh bien là, le diagnostic de rejet est facile à faire car c'est sur le col. Voilà les seuls commentaires que j'avais à faire. Moi, je suis très séduit par cette greffe utérine parce que techniquement, ça me paraît effectivement relativement aisé. Et par contre, ça va poser sûrement des questions éthiques et philosophiques avec la compétition, avec la gestation pour autrui. Merci. Merci, Monsieur Launois, pour ces commentaires. Je demande à Monsieur Miez de revenir pour répondre à Monsieur Launois s'il le juge utile, avant de donner la parole à la salle pour des questions. Voilà, Monsieur Launois, je n'ai pas de réponse particulière, parce que nous travaillons très régulièrement au sein du groupe de l'Académie de médecine, mais je suis parfaitement d'accord avec lui, bien sûr. Bien entendu, partisan des prélèvements de cadavres, plus que des prélèvements sur donneuses vivantes. Le prélèvement sur les donneuses, dans l'équipe suédoise, c'est 10 heures d'intervention, et le greffon, la transplantation, c'est 5 heures. Et donc avec des risques quand même qui ne sont pas négligeables, puisqu'il y a eu à la fois dans l'équipe saoudienne et dans l'équipe suédoise des plaies de l'urtère. Et je ne suis pas sûr que ce soit effectivement très éthique de confirmer cela, de s'engager dans cette voie alors qu'il y a les prélèvements de cadavres. La seule objection, l'objection des gens qui travaillent en France sur le vivant, c'est qu'ils disent que les grossesses ont été obtenues à partir de dons d'organes de vivants, alors que les greffes prélevées sur cadavres en Turquie ont été des échecs. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Mais je pense que le cadavre, c'est le prélèvement à privilégier. La communication est ouverte à la discussion. Allez-y, Monsieur Chapuis. Oui, c'est une question, bien sûr, qui m'intéresse depuis longtemps, puisque en 2009, nous avions déjà, à propos de la gestation pour autrui, au sein d'un groupe éthique et droit de l'Académie de médecine, abordé la question de la transplantation d'utérus, et j'avais eu à la charge de rédiger le chapitre concernant cette transplantation et ses perspectives. À l'époque, nous n'avions essentiellement que des données expérimentales de l'équipe de suédoise et un résultat malheureux en Arabie Saoudite. Puis, bien sûr, les travaux sont poursuivis et vous venez de nous faire un remarquable récit de tous les événements. Moi, je vais vous dire qu'au terme de tout cela, autant Bernard Launois, et je le félicitais, était en train de nous poser, de montrer les problèmes que soulevait d'une part la greffe et ensuite la suite. Bon. Et pour terminer, il s'est montré optimiste. Eh bien, moi, personnellement, quand on regarde un petit peu la situation, c'est-à-dire que, non pas pour sauver une vie, permettre une vie, mais parvenir à l'enfance désirée, les risques que l'on fait courir à la receveuse, à la donneuse, bien entendu, sont quand même énormes, au prix d'un nombre d'explorations, d'examens, de surveillance qui est très très lourd, et il faut bien insister là-dessus. Et moi, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'à une époque, il suffit de lire les journaux, où nous nous inquiétons de la surpopulation qui est en train de menacer notre planète. On essaie par tous les moyens possibles et imaginables, artificiels, dangereux et coûteux. Ah oui, c'est un autre problème. Mais je pense que la médecine, le médecin, a son rôle et une responsabilité. Mais ça, c'est un autre problème, je ne veux pas insister. En tout cas, je pense qu'il est important que les sociétés savantes réfléchissent bien. Moi, j'ai été quand même un petit peu sidéré lorsque nos collègues nous ont dit la semaine dernière, si je me souviens bien, ou la semaine d'avant, qu'on utilisait maintenant des femmes transsexuées comme donneuses, c'est-à-dire des femmes qui ne voulaient plus porter d'utérus parce que ça les contrarie et qu'elles se proposaient d'être donneuses. À quel prix? Car on a bien vu les conséquences, les difficultés du prélèvement sur le plan technique et le risque qu'on leur fait courir. Alors je me demande par moments si nous ne sommes pas en train de partir dans une espèce de rêve un peu fou, et si nous n'avons pas à bien y réfléchir. Merci, Monsieur Chapuis, pour ces commentaires. Alors, vous pensez qu'il y a une question à laquelle il faut répondre? Simplement pour dire que le rêve est devenu réalité et qu'on est obligé de tenir compte de cette réalité.
Et que c'est pour ça qu'il y a un groupe de réflexion dont vous faites partie, M. Chaput, et donc on mettra des garde-fous à tout ça, bien évidemment. On est bien d'accord. On ne peut pas faire n'importe quoi. Monsieur Lebel, une question? Oui, je suis subjugué par la prouesse technique et c'est fantastique. Alors, mais par contre, j'ai un vrai problème qui est un problème d'ordre philosophique qui est celui-ci. Qu'est-ce qui a fait le succès du Viagra et de l'injection intracaverneuse par rapport à l'implant pénien? On est un peu loin là. C'est que l'implant pénien, on l'avait tous les jours, alors que l'érection nécessaire, elle n'était pas vraiment utile tous les jours. Et donc, un comprimé de temps en temps, c'était mieux que d'avoir en permanence quelque chose. Voilà. Pour ce qui est de l'utérus, si j'ai bien compris, la seule raison de cet utérus que la femme va porter en permanence, c'est la grossesse, qui est une fois ou deux fois. Or, il y a les risques du traitement on ne parle pas des techniques, puisqu'on en a longuement parlé. Il y a le risque du traitement immunosuppresseur à maintenir, le coût étonnant du traitement immunosuppresseur pour une greffe qui n'avait de but que la grossesse, quand on sait que, bien sûr, la greffe de rein, la greffe de cœur, ça sert tout le temps, tous les jours. La greffe de la face, qui paraît quelque chose déjà de tout à fait... Mais c'était pour des gens qui se promenaient et qui avaient besoin. Mais là, cette femme qui va garder son utérus, est-ce qu'on le retire d'ailleurs dès qu'elle ne veut plus de... Voilà, donc précisons ça, c'est que l'utérus est retiré 3 mois après la première grossesse. Il y a éventuellement 2 grossesses possibles, mais de toute façon, l'utérus est retiré. On ne garde pas l'utérus une fois que le nombre d'enfants désirés est atteint, et donc l'utérus reste pas indéfiniment. Certainement, l'utérus est retiré. Et pour ce qui est, M. Lebel... C'est pour dire que c'est quand même une chirurgie très luxueuse, très lourde, oui. Très coûteuse, et que finalement, c'est peut-être là, je veux dire, c'était dans la réflexion philosophique, une des exceptions qu'on peut trouver en France à la gestation pour autrui. Voilà, mais vous n'imaginez pas... Parce que vous avez... Allez-y. Non, je m'excuse. C'est non. parce que vous avez l'ovocyte de la mère, vous avez le sperme du père, et vous avez un utérus extérieur, puisqu'il a été transplanté. Donc finalement, la différence avec la gestation pour autrui, bien sûr, le corps n'est pas tout à fait le même, mais c'est quand même un luxe pour une femme qui le désire et des risques assez considérables. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Vous n'imaginez pas ce qu'est le besoin pour une femme d'être enceinte. C'est un besoin absolument irrépressible qui le fait courir tous les risques, accepter tous les risques et tous les prix, non seulement pécuniaires, mais aussi physiques. Et regardez le parcours de ces femmes qui font les PMA les unes après les autres, c'est considérable, c'est une souffrance terrible. Surtout quand il n'y a pas de grossesse. Et les grossesses, il y en a pas dans la majorité des cas. Donc et ces femmes qui vont à l'étranger faire des GP à tous les risques. Donc le besoin de grossesse, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Merci beaucoup, Monsieur Millès. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à remercier Monsieur Millès pour cette communication. Nous étions sûrs, en la mettant au programme, qu'elle attirerait beaucoup de discussions qui ne seront pas terminées, je pense, après le débat d'aujourd'hui.